Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle séquence consacrée à l'analyse stratégique et systémique. Aujourd'hui, je vous propose que nous posions les bases du raisonnement stratégique et systémique et que nous abordions les grands principes généraux. Tout d'abord, quelle est l'utilité de l'analyse stratégique et systémique? Eh bien, dans une organisation de travail comme une entreprise, un service, un bureau, un atelier, il y a toujours un fonctionnement visible, formel, officiel, c'est ce qui est présenté dans les fiches de poste, dans les notes de service, dans les organigrammes, etc. Et puis, il y a l'informel, le non officiel, tout ce qui n'est pas écrit dans les procédures, tout ce qui n'est pas présent dans les organigrammes, mais qui participe aussi au fonctionnement des organisations. Il y a tous ces petits arrangements entre salariés autour de l'usage de la photocopieuse, autour de la réparation des machines, bref, toutes ces petites choses qui facilitent le travail et qui font aussi partie de l'organisation. Eh bien, l'analyse stratégique et systémique va permettre de s'y intéresser en même temps que on va s'intéresser à ce qui relève du fonctionnement officiel. En clair, on va considérer le formel et l'informel de la vie de l'organisation comme les deux faces complémentaires et interdépendantes de la même pièce. L'analyse stratégique et systémique peut très bien servir de base pour réaliser un diagnostic organisationnel. D'abord pour comprendre la source, la nature ou les causes d'un problème dans le fonctionnement d'une organisation. À ce titre, nous appellerons problème ce qui empêche ou gêne le fonctionnement de l'organisation et pas forcément simplement un problème pour les membres. Ce qui est un problème pour certains n'est pas forcément un problème pour d'autres. Donc nous entendrons problème par ce qui gêne, perturbe le fonctionnement général de l'organisation. L'analyse stratégique et systémique peut permettre de clarifier l'ambiguïté créée par l'interprétation humaine. Elle peut permettre de comprendre les circuits d'interaction entre les individus. Et enfin, l'analyse stratégique et systémique peut permettre de préparer des pistes de résolution du problème et de définir des critères de succès. Il existe plusieurs manières de lire, de comprendre le fonctionnement des organisations. Il existe par exemple la lecture rationnelle qui s'intéresse à l'efficience globale du système. Il existe la lecture humaine qui prête plus attention à la mobilisation des personnes. Et puis il y a aussi la lecture symbolique qui, elle, va se concentrer sur le sens que prend l'organisation pour les différents membres. Et enfin, celle qui va retenir toute notre attention aujourd'hui, c'est la lecture stratégique qui s'intéresse aux dynamiques de groupe, aux conflits d'intérêts, aux influences, aux relations de pouvoir. En analyse stratégique et systémique, on va s'intéresser aux interactions entre les individus qui peuplent l'organisation de travail. On va d'abord considérer le décalage entre fonctionnement formel et fonctionnement informel comme inévitable. On va considérer la relation entre le travail prescrit et le travail réel comme constitutive du fonctionnement de l'organisation. Ensuite, il va falloir expliquer les choses, expliquer en partant du réel, sans juger, et en dépassant la simple comparaison à une norme. Il ne s'agit pas de regretter que ça ne se passe pas comme prévu, mais de constater que ça se passe comme ça et d'expliquer pourquoi ça se passe comme ça alors qu'il était prévu que ça se passe autrement ou qu'il n'était rien prévu du tout. Il s'agira ensuite d'analyser l'interaction entre le fonctionnement formel et le fonctionnement informel, analyser la manière dont l'un et l'autre pèsent l'un sur l'autre, transforment l'un et l'autre. Il s'agira enfin de comprendre les comportements comme des interactions sociales, comprendre les comportements individuels en ce qu'ils constituent des relations de pouvoir des individus les uns sur les autres. Un des concepts essentiels de l'analyse stratégique et systémique, c'est le pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est concrètement que le pouvoir? Eh bien, le pouvoir, c'est la capacité d'un individu A d'obtenir d'un individu B qu'il fasse quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans l'intervention de A. Le pouvoir, c'est donc la capacité à exercer une influence, à obtenir quelque chose de quelqu'un. On n'a donc pas de pouvoir dans l'absolu, mais sur quelqu'un et dans un contexte précis. Le pouvoir n'est donc pas un attribut que l'on détiendrait, le pouvoir relève plus d'un type de relation que l'on établit parce que la situation vous en donne les moyens. On confond souvent autorité et pouvoir. Eh bien, ça n'est pas du tout la même chose. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de Madame X et de sa secrétaire, Madame Y. Madame X détient l'autorité hiérarchique sur Madame Y.
Alors à ce titre, imaginons qu'elle souhaite lui demander de rester travailler un soir sur un dossier. Madame Y, qui connaît très bien le dossier, n'a pas très envie de rester ce soir. Alors, elle ne refuse pas, elle n'en a pas les moyens, elle n'en a pas la possibilité, mais elle explique à sa directrice tout l'intérêt qu'il pourrait y avoir à attendre d'avoir des éléments complémentaires pour traiter le dossier plus tard. Madame X est convaincue, elle accepte et libère sa secrétaire pour le soir. Eh bien là, on peut dire que Madame X a usé de son autorité, mais Madame Y a fait preuve de pouvoir sur Madame X. Dans une organisation de travail, la résolution de problèmes est toujours un enjeu de pouvoir. Alors le problème d'abord, eh bien, il faut savoir que sa résolution ne se réduit jamais à la seule application d'une procédure. Si la procédure est souvent nécessaire, elle n'est jamais suffisante. Et puis, la résolution du problème est toujours un enjeu de pouvoir. Elle est toujours source de conflits d'intérêts. La production de solutions ensuite. Eh bien, il faut savoir qu'une production de solutions, comme par exemple la mise en place d'une nouvelle procédure, la mise en place d'un nouveau règlement ou la signature d'un accord, eh bien, cette production de solutions est toujours un instrument de conquête de pouvoir qui occasionne des jeux relationnels et des rapports de force entre les différentes parties en présence. La question des interactions ensuite. Eh bien, il faut savoir que la résolution de problèmes donne toujours lieu à des négociations cachées parce que les solutions qui sont trouvées, les solutions qui sont arrêtées, avantagent toujours certains acteurs et sont susceptibles d'en désavantager d'autres. En analyse stratégique et systémique, le concept de zone d'incertitude est un concept important. Alors qu'est-ce que c'est qu'une zone d'incertitude? Eh bien, une zone d'incertitude, c'est une zone d'interaction, c'est un secteur d'activité qui n'est pas précisément défini et délimité au sein de l'organisation. Dans toutes les entreprises, aussi formalisées soient-elles, il reste toujours de ces zones qui n'ont pas été prévues, il reste toujours des interactions qui n'ont pas été précisément cadrées, où la règle c'est plutôt le débrouillez-vous, faites au mieux, ou en général dans ces cas-là on demande plutôt à machin. Et en fait, celui qui va maîtriser même partiellement ces zones d'incertitude qui restent importantes pour le fonctionnement de l'organisation, eh bien, il devient en quelque sorte irremplaçable. Il réussit alors à créer une dépendance des autres à son égard. Comment ça marche concrètement entre incertitude et jeu de pouvoir? Eh bien, partons des règles de la structure. Les règles de la structure, ce sont les règles formelles, écrites, officielles. Ces règles contraignent les acteurs, contraignent les individus, mais elles offrent toujours des opportunités à ces mêmes individus de se ménager des marges d'action. Même dans les activités les plus encadrées, les individus ont toujours la possibilité d'appliquer la règle à leur manière, à leur style, à leur rythme. Et puis, il y a les incertitudes organisationnelles. Il y a des problèmes où il n'existe pas de solution formelle, pas de solution écrite, et les acteurs doivent se débrouiller pour les résoudre. Apparaissent alors ces fameuses zones d'incertitude qui offrent des opportunités pour des jeux d'acteurs qui vont s'engager dans des relations de pouvoir pour tenter de contrôler ces zones d'incertitude. Bon, prenons un exemple tout bête, celui du fonctionnement d'un photocopieur dans un service administratif. Quand le photocopieur fonctionne correctement, il existe des règles pour l'utiliser. Eh bien, même quand il fonctionne correctement, ces règles donnent lieu à des arrangements, à des politesses, à des égards des individus les uns avec les autres pour se rendre des services ou au contraire pour se gêner un petit peu. Eh bien, quand le photocopieur tombe en panne, là, il faut se débrouiller. Et celui qui va pouvoir tirer son épingle du jeu, c'est celui qui va pouvoir sortir les autres de la situation difficile. Celui qui, par exemple, va être capable de dépanner le photocopieur ou de trouver une solution de repli. Eh bien, il y a là une zone d'incertitude et quelqu'un qui a réussi à tirer son épingle du jeu et à utiliser cette zone d'incertitude pour dégager du pouvoir sur les autres acteurs. Chaque organisation a ses caractéristiques propres et ces caractéristiques distribuent les ressources, distribuent les contraintes et les enjeux de manière inégale. Ces caractéristiques créent des relations de dépendance entre les acteurs. Pour reprendre notre exemple du photocopieur, on comprend très bien que certains acteurs, en fonction de la place qu'ils occupent dans l'organisation, ont plus de possibilités que d'autres de tirer profit de la situation.
Dans une organisation de travail, les individus occupent des positions différentes. Eh bien, la structure organisationnelle va leur offrir une source de capacité d'action différenciée. Du fait de l'inégalité de leurs ressources stratégiques, les acteurs vont s'engager différemment dans les relations. Plus on pense que l'on peut exercer du pouvoir ou tirer son épingle du jeu, plus on va s'engager de manière volontaire dans les interactions avec les autres acteurs. Ce que nous enseigne la sociologie des organisations et l'analyse stratégique et systémique, c'est que dans une organisation de travail, les acteurs sont en permanence amenés à négocier. Les acteurs sont amenés à trouver des arrangements en permanence pour contrôler les aléas nécessaires du fonctionnement organisationnel. Dans ce contexte, les relations de pouvoir sont des relations de marchandage dans une situation d'interdépendance. Le pouvoir donne lieu à des échanges négociés, à des comportements réciproques des individus les uns avec les autres. Reprenons l'exemple de notre secrétaire et de sa chef de service. On a bien vu tout à l'heure que notre secrétaire avait marchandé le fait de ne pas participer à un temps de travail en soirée en faisant jouer son pouvoir. La secrétaire a en fait échangé sa soirée contre la garantie d'un travail mieux fait, mais plus tard. C'était un troc, une négociation, et rien ne nous dit que la fois d'après, les choses auraient marché de la même manière. Dans cet exemple, la négociation et le jeu de pouvoir se terminent bien, tout le monde y trouve son compte, mais il arrive que ce ne soit pas possible, et dans ce cas-là, il peut y avoir conflit. Je voudrais tout de suite apporter une précision sur la notion de conflit dans les organisations de travail. En analyse stratégique et systémique, on considère le conflit comme normal. Une organisation sans conflit, ça n'existe pas. Le conflit, c'est le reflet des interdépendances, c'est le révélateur des opportunités de jeu, c'est le révélateur des relations de pouvoir. Les managers qui voudraient nier ou éviter le conflit à tout prix s'engouffrent en fait dans une impasse. Il vaut bien mieux encadrer, réguler l'expression du conflit pour en contrôler les conséquences sur les individus ou sur l'organisation elle-même. Un conflit n'est pas nécessairement violent. La plupart du temps, les relations dans les organisations sont des relations de coopération entre acteurs. Et la coopération est toujours médiatisée par un rapport de négociation, parce qu'en fait, coopérer, c'est offrir ce que les autres n'ont pas et obtenir ce qu'ils ont et qu'on n'a pas. Dans ce cas-là, l'imprévisibilité est un atout majeur dans la négociation. Plus on est imprévisible, plus on a de pouvoir. En effet, plus on est imprévisible, plus on a de marge de manœuvre dans les négociations. Un individu dont les comportements pourraient être anticipés par les autres aurait d'autant plus de peine à s'engager dans une négociation, un peu comme un joueur de poker dont on connaîtrait d'avance le jeu. Lorsqu'ils s'engagent dans une relation avec d'autres acteurs, les acteurs ont toujours une perception sur les zones d'incertitude, sur la force de leurs ressources stratégiques à eux, sur la force des ressources stratégiques des autres acteurs, sur les opportunités de jeu et sur les marges de manœuvre des uns et des autres, et aussi sur la dynamique des relations de pouvoir. En clair, lorsqu'ils s'engagent dans une relation, les acteurs ont toujours une perception stratégique de la situation. Mais cette perception est toujours partielle et approximative, personne n'est parfait. C'est ce qu'on appelle la rationalité limitée qui, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, caractérise toujours nos engagements et nos relations spontanées dans les organisations. En bref, lorsque l'on veut s'engager dans l'analyse stratégique et systémique d'une organisation, il y a quelques questions de base à se poser. La première de ces questions, c'est quels sont les acteurs impliqués? La deuxième question, c'est quels sont les enjeux pour chacun d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, à perdre? Troisième question, c'est quelles sont leurs relations réelles? Pas leurs relations prescrites, celles qui sont fixées par l'organigramme, non, non, les relations réelles. Et puis ensuite, dernière question, quelle stratégie est-ce que l'on peut observer chez ces acteurs? Quels sont les comportements réguliers qu'ils ont les uns envers les autres? Le simple fait de se poser ces questions et d'essayer d'y apporter des réponses concrètes, objectives, documentées, éclaire différemment la vie des organisations et permet d'en appréhender le fonctionnement réel au-delà des fiches de poste, des organigrammes, des procédures et des échanges institutionnels.
Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous auront éclairé. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à approfondir. Il existe de très nombreuses ressources sur Internet. Quant à moi, je vous dis à bientôt.